Non, mais là, je vais quand même essayer de vous parler de doublage. Je vais essayer de vous parler de Quadricolore. Ça a été un peu compliqué quand même, comme tout le monde, pour trouver un lien avec ça. Mais j'ai une sorte de connexion de pensée un peu bizarre, quand même, je vous le dis. Quadricolore, pour moi, ça m'a fait penser aux 4 couleurs primaires, évidemment. Donc, les 4 couleurs primaires, c'est les 4 éléments de la nature. Et les 4 éléments de la nature, je me suis souvenu de mes cours de cinéma et j'ai repensé directement au cinéma russe et soviétique. Pardon. Il faut envoyer une vidéo. А ну давай подымай. Господи, успеть бы. Давай скорей, отвязывай. Voilà, juste avec cette séquence d'ouverture du Andrei Roublev de Tarkovsky, sorti en 1966, on retrouve toute la symbolique des 4 éléments dont je voulais vous parler. La barque qui remonte autant la rivière que le temps, puis vient le pied-à-terre, le rattachement à notre condition de mortel, de poussière. On voit les flammes du ballon qui représentent la prouesse technologique et humaine et permettent ici l'élévation mystique, l'air. Sauf qu'à l'époque soviétique, le cinéma camarade prônait surtout les valeurs du feu et de la terre, c'est-à-dire la production industrielle et la production agricole. L'air, la spiritualité, prendre de la hauteur, tout ça, c'était potentiellement dangereux et c'était potentiellement surveillé comme Tarkovsky en fera l'expérience avec sa propre expulsion du territoire soviétique en 1982. De tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important, aurait dit Lénine. Important idéologiquement, mais aussi pour renforcer le lien social d'un pays comptant plus de 15 langues officielles, sans compter les dizaines et les dizaines de dialectes. Alors avant la révolution d'octobre, les projections étaient accompagnées de kino déclamasi, ou ciné-déclamation. Un acteur dans la salle, et souvent le même celui à l'écran d'ailleurs, doublait le film en direct pour les spectateurs. Et quand le bonimenteur était absent, on trouvait parmi les quelques spectateurs quelqu'un capable de lire et de traduire pour les autres, voire d'expliquer les références locales. Теперь, как видите, я почти человек. Садитесь. Слушайте меня внимательно, Кэн. Вы никогда не верили в мои способности. Вы всегда считали себя сильнее, Кэн. Надеюсь, что теперь вы убедились в моей силе. Адским трудом я добился своей цели, и вот я стал невидимым. Но это ужасно, Гриффин. Это гениальное открытие. Мир содрогнется, узнав о нем. Слушайте дальше, Кэн. 5 лет напряженной работы. По ночам, тайно, скрываясь от людей. Тысячи опытов, сотни реактивов я испытал. Неудачи сводили меня с ума. И вот однажды я случайно наткнулся на Монотель. En 1935, 2 ans après sa sortie anglaise, L'Homme invisible de James Whale devient le premier film étranger doublé en russe. Une avancée technologique tardive pour un pays qui a eu beaucoup de mal à aborder le virage du parlant. Avec Staline au pouvoir, l'URSS entend développer une politique des nationalités qui permettrait au cinéma ukrainien, géorgien ou kazakh d'exister dans sa propre langue. Mais la réalité est tout autre. Manque de moyens financiers, manque de moyens humains, manque de moyens matériels, conditions médiocres de projection et surtout une hégémonie de plus en plus institutionnelle de la langue russe. Alors dans les années 30, l'Ukraine servira de laboratoire aux responsables soviétiques qui enverront des scénaristes et des réalisateurs russes à Kiev, tout en interdisant de tournage les cinéastes locaux.
Bientôt, Moscou fera tout pour freiner l'évolution de tous ces cinémas régionaux, préférant doubler les films étrangers plutôt que les films soviétiques, mais non russophones. Si dans un premier temps, la promotion des langues nationales était un passage obligé pour éduquer les masses, une fois ce processus avancé, il fallait revenir à la culture supérieure, la culture russe évidemment. Sajl, myślałam, że jesteś inna niż reszta ludzi. Sarrot. No i mamy gospodę. Ano, chodźmy odpocząć. Popieram. Choć wnioskując po poprzednich reakcjach, raczej nie powinniśmy zabierać frau ze sobą. A może jakoś byś ich przekonał jak wcześniej. Przeszliśmy przez granicę. Tu mój tytuł jest wart tyle co nic. Nie jestem z tego zadowolony, ale frau będzie musiała się ukrywać. Позвольте поздравить. Вот тебе от меня некий подарок. Спасибо, большое спасибо. А что это такое? Думаю, один я не справлюсь. Это карта Европы конца 17 века. Она настоящая? Как она может быть настоящей? Конечно же, это копия, репродукция. А вот и нет. Она настоящая, это оригинал. Это невероятно. Боже, какая красивая. Давайте занесем ее в дом. Ну, берите же. Это слишком дорогой подарок. Не знаю, могу ли я право. Ради бога, не говори так. Нет, это слишком, Отто, слишком. Alors revenons au camarade Tarkovsky. En 86 et en exil, il réalise Le Sacrifice, ici doublé en russe. Les Allemands doublent, les Espagnols doublent, beaucoup de pays ont une culture du doublage, mais la particularité est qu'ici, vous l'avez entendu, le film conserve sur sa bande-son les voix originales suédoises sur lesquelles seront superposés le doublage russe. Alors j'ai pas trouvé de définition exacte pour cette pratique originale du doublage. On appelle ça comment ? Voice-over, un doublage à la russe, de la sténographie orale. Bon, et les Polonais, eux, ils appellent en tout cas ces comédiens, si particuliers, des lectors. C'est beau. Ces lectors sont apparus dans les années 50-60, en même temps que la télévision. Les écrans d'alors ne permettaient pas de proposer des sous-titres lisibles et on a donc opté pour cette solution simple et pas chère qui a fini par se pérenniser. On trouve des lecteurs en Bulgarie, en Ukraine ou en Russie, où le public a l'habitude d'entendre une voix masculine et une voix féminine, parce qu'en général, il y a des personnages masculins et des personnages féminins. Mais les Polonais, eux, ont poussé le vice beaucoup plus loin en collant la même voix pour tout le monde. Sajl, myślałam, że jesteś inna niż reszta ludzi. Sarrot. No i mamy gospodę. Ano, chodźmy odpocząć. Popieram. Choć wnioskując po poprzednich reakcjach, raczej nie powinniśmy zabierać frau ze sobą. A może jakoś byś ich przekonał jak wcześniej. Przeszliśmy przez granicę. Tu mój tytuł jest wart tyle co nic. Nie jestem z tego zadowolony, ale frau będzie musiała się ukrywać. Ah oui, on aime tellement cet extrait qu'on l'a mis 2 fois rien que pour vous parce que voilà, on trouvait vraiment trop cool. Alors les lectors sont moins populaires aujourd'hui qu'hier mais n'ont pas pour autant disparu. Donc la preuve avec cet extrait de l'animé Peach Boy sorti l'année dernière tel quel sur les écrans polonais. C'est sûr que pour nous francophones habitués à un doublage dynamique et synchronisé, ça fait bizarre d'entendre une voix de répondeur faire parler pareil un gamin des rues ou un aristo du XVIIe siècle pendant 1h30. Mais je suis tombé sur des commentaires expliquant qu'à partir du moment où la langue du lecteur est parfaitement assimilée, l'expérience permet de se concentrer plus sur l'image et le jeu des acteurs. Bon, peut-être. Il faut néanmoins garder à l'esprit que le lecteur a plutôt tendance à simplifier le texte dans son adaptation. C'est plutôt logique si on ne veut pas noyer le spectateur sous un flot continu de paroles. Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Mauvais mois. Mais tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à 2 niveaux différents. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social, mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont découpés, la façon dont les films sont montés est politique.
Pour aller plus loin que Chroma, l'excellente chronique ciné de Karim Debache, que je vous invite absolument à aller voir de suite, enfin après l'émission quand même, ça sera un peu con, tout doublage est également politique. Dès l'époque du muet, le gouvernement soviétique formait des ciné-travailleurs qui écumaient les cinémas régionaux pour adapter les doublages live et les sous-titres. Comprendre, c'est une autre façon de contrôler la production et le public cinématographique. Parce que de toutes les formes de communication, la vidéo est devenue la plus importante. Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Guerre en Ukraine si vous habitez sur la planète Terre, ou alors opération spéciale si vous êtes en territoire russe. Appelez ça comme vous voulez, mais depuis un mois, des deepfakes de Volodymyr Zelensky pullulent l'internet ukrainophone. Derrière ces vidéos de montage du président ukrainien qui appelle à rendre les armes et déforme la réalité, se cache la pernicieuse voix de l'ours russe, décidé à imposer, à écraser et à effacer toute voix dissonante. Vous savez, c'est pas ici qu'on va critiquer à tout va le doublage, quelle que soit sa langue. Mais comme nous l'a rappelé la journaliste russe Marina Ovaskinova, quand on tombe sur un doublage de mauvaise qualité, mieux vaut utiliser des sous-titres. Ça sera tout pour moi. Merci Romu. De rien. Wouh!